J'ai découvert quelque chose en moi. Tout ce que je voulais faire, j'arrivais à le faire si je décidais de le faire. Fabrice Comlan. Fabrice Comlan est un expert en management et développement organisationnel diplômé des universités de Montréal et de Toronto. Avec plus de 15 ans d'expérience, il a accompagné de grandes entreprises et gouvernements en Afrique et à l'international. Ancien managing partner chez Deloitte Bénin, il pilote des stratégies de croissance et de transformation au service du développement économique régional. Les choses n'ont pas été totalement faciles pour moi. Côté scolaire, c'était un peu compliqué parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais un enfant un peu distrait. Il n'y a rien qui est impossible au final. Si je décide de le faire, je m'y mets, je me donne les moyens, je peux tout réaliser. J'adorais rester dans ma chambre. Je me mettais sur mon lit, je regardais dans le vide et je me voyais dans un truc où il y avait gratte-ciel, un centre d'affaires, business. Gagner de l'argent, c'était important. Ah oui, j'aime l'argent. On ne peut pas m'avoir donné moi l'opportunité et moi, arrivé à mon niveau, je bloque l'opportunité de quelqu'un d'autre. Il y a des gens dans ma vie que j'ai rencontrés qui m'ont donné une opportunité que j'ai saisie. C'est l'homme qui fait l'homme. Tu rencontres quelqu'un le matin, ma vie peut changer demain matin, je peux devenir milliardaire demain matin parce que je ne sais pas, je vais rencontrer quelqu'un qui va me donner. Je ne sais pas changer ma vie. I don't know. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de discussion informelle, conversation informelle. Et aujourd'hui je suis avec une personne, déjà je suis sûr que vous l'avez remarqué, le format est un peu spécial parce qu'on est à deux aujourd'hui. Habituellement on est à 3, 4 et tout, 5. Mais aujourd'hui on est à deux parce que j'ai voulu qu'on soit à deux pour vraiment aller en profondeur avec toi. Parce que quand on est plus nombreux, on ne va pas en profondeur avec tout le monde et tout, etc. Et je suis avec une personne qui m'inspire beaucoup, que je connais depuis 2017, que je suis depuis 2017, mais que j'ai seulement eu la chance de rencontrer récemment. Et donc on a la chance d'avoir cette conversation-là. Et il s'appelle Fabrice Comlan. Je vais le laisser se présenter tout à l'heure. Donc, moi je vais juste te laisser te présenter au lieu de te présenter. Donc si tu dois te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, il y a certainement beaucoup de personnes qui te connaissent, mais peut-être pas de visage, peut-être pas de nom, ou de nom, peut-être pas de visage, etc. Comment tu te présenterais pour ces personnes? Fabrice Comlan, un amoureux de la vie. Juste un amoureux de la vie. Béninois. Passionné du give back. Impacté. Je pense que j'ai été éduqué dans un environnement où fait beaucoup de dons de soi, de vivre pour les autres, d'aider les autres. Et donc, j'ai hérité ça de mes parents. Et voilà, quoi. Donc, voilà, c'est Fabrice. Voilà. Tu es très humble. Non, c'est pas une question d'humilité. Je pense que c'est vraiment ça. C'est ça. Je disais tantôt que c'est très humble. Parce que, franchement, pour tout ce que tu as réalisé et tout, je trouve que je vais te pousser un peu plus. Professionnellement, parce que là, tu t'es présenté en tant que personne. Mais professionnellement, si tu dois un peu te présenter rapidement, actuellement, quand même, qu'est-ce que tu dis? Je pense que les gens me connaissent beaucoup plus par rapport à mon métier de consultant. Je suis consultant en management. J'ai travaillé pour 2 grands cabinets qu'on appelle Big Four, qui sont notamment Deloitte et PwC. Voilà, on accompagne les clients, aussi bien du secteur privé que du secteur public, dans leurs projets stratégiques et voilà, tous les aider à faire de meilleures performances. Donc voilà, donc je pense que les gens me connaissent un peu plus aussi par rapport à mon métier de consultant que j'exerce depuis plus d'une dizaine d'années. J'avais commencé en Amérique du Nord, à Toronto, au Canada. J'ai vraiment débuté ma carrière dans un autre cabinet qu'on appelle Accenture,
C'est un cabinet aussi conseil, mais plutôt conseil orienté transformation digitale. Donc, j'ai commencé ma carrière à Toronto. J'ai travaillé à Accenture. Ensuite, j'ai rejoint PwC avec un Big Four. J'ai travaillé au Kenya à PwC. Ensuite, j'ai travaillé à PwC au Maroc. J'ai travaillé à PwC en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, voilà, j'ai rejoint Deloitte où j'ai travaillé au Bénin, sur le Bénin-Togo. Tu as dirigé, pratiquement. Oui, j'ai eu l'occasion de pouvoir diriger les équipes, le bureau du Bénin, dont j'étais patron pays de Deloitte pendant 2 ans. Donc oui, très très belle expérience pour moi. Ça m'a permis, c'était la première fois en fait pour moi de retourner, vivre. Depuis que je suis sur le continent, j'ai quitté le Canada il y a 9 ans. Mais il n'y a que récemment, il y a 4 ans que je suis avec Deloitte Bénin. Ça m'a permis de rentrer au Bénin, travailler au Bénin. Avant ça, comme je te dis, j'étais au Kenya, j'étais au Maroc, en Côte d'Ivoire, mais jamais au Bénin. Et quand cette opportunité m'a été proposée, c'était l'occasion pour moi de venir contribuer au développement de mon pays en travaillant pour un cabinet qui aide les acteurs du privé et du secteur public. Donc, ça a été une très belle expérience pour moi, revenir à la maison, être proche de ma famille, de mes amis et contribuer au développement qu'on voit au Bénin. Et voilà. Amine, tu sais, les Big Four, c'est de grandes entreprises que tout le monde respecte. C'est un peu comme aujourd'hui, je sais pas, tu travailles avec les GAFA, tu vois, c'est un peu dans cet ordre-là. Donc, il y a généralement dans la projection de carrière de la plupart des professionnels, tu sais, on travaille dans des entreprises, mais on a envie de monter le niveau. On travaille dans une petite entreprise, une start-up peut-être au début, ensuite on monte dans une PME un peu plus responsable, ensuite on monte peut-être vers une grande entreprise, ensuite une multinationale, etc., etc. Et beaucoup de personnes, quand même dans le monde professionnel, dans ce secteur-là, finance, comptabilité, etc., ont tous quand même envie un jour quand même de travailler avec les Big Four, travailler dans ce genre d'entreprise et tout. Mais la question que moi j'ai, c'est d'où ça part. C'est-à-dire, avant d'avoir, je sais pas, une carrière où tu fais du sans faute, comme on le disait en off tout à l'heure, en fait, comment ça a commencé? Comment ton histoire a commencé? C'est-à-dire, à quel moment, en fait, tu as eu le premier déclic, tu vois, le tout premier déclic, où tu prends conscience que tu as une certaine vision, tu avais envie de réaliser un certain nombre de choses, et qu'il te fallait en fait te sacrifier, travailler, faire un certain nombre de choses pour atteindre ça. Ton tout premier déclic, il vient d'où en fait? C'est une bonne question, mon premier déclic. Je pense que mon parcours, les choses n'ont pas été nécessairement totalement faciles pour moi. Côté scolaire, c'était un peu compliqué parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais un enfant un peu distrait. Pourquoi distrait? Distrait, je sais pas. J'étais distrait. Je pense que j'étais un peu lunatique aussi. Je n'étais pas concentré. Du coup, à l'école, ça n'allait pas super pour moi. Et je sais pas, je me suis levé un bon matin comme ça et j'ai dit, bon, ça suffit là. Il faudrait que je prenne les choses au sérieux. Et le déclic est parti de là. Parce que je me rappelle, j'avais doublé une classe. Je ne me rappelle plus laquelle. Au collège? Oui, au collège. Et je pense que ça m'a affecté d'une façon ou d'une autre. Et j'ai décidé donc de prendre les études au sérieux. Et je me rappelle, pour rattraper même ce retard, j'ai décidé de faire mon bac en première. Donc, j'ai fait mon bac en première au lieu de passer en terminale. Sérieux, Oui, pour rattraper. Donc, en fait, pour répondre à ta question, j'ai découvert quelque chose en moi. C'était je ne sais pas comment le dire en français, comment on appelle, quand tu prends conscience et tu décides le willing, c'est-à-dire la volonté. Voilà, j'ai compris que j'avais une forte volonté quand tout ce que je voulais faire, j'arrivais à le faire. Et si je décidais de le faire. Et ça a été le déclic. Je me suis dit donc,
il n'y a rien qui est impossible au final. Si je décide de le faire, je m'y mets, je me donne les moyens, je peux tout réaliser. Donc c'est comme ça, en fait, tout est parti. Donc je me suis dit, j'étais nul en maths, je me rappelle, au collège. Et quand j'ai passé mon bac en première, je pense qu'en maths, au bac, j'ai eu 18. Donc, Tu as fait quel bac? j'ai fait le A1. J'ai fait A1. A1, non, moi. Les gars de. Exactement, A1, moi je je suis. pense supposer des gens qui sont pas en C'est maths, pour ça que je te dis que je suis un rêveur. Moi, j'ai fait philo. A1, c'était. Moi, au bac, philo était coefficient, je ne sais plus combien, mais moi, je suis un rêveur. J'aime les maths, tout ça, physique, tout ça, chimie, tout ça, c'est pas mon truc. Moi, je suis un gars des lettres. Donc, juste parce que j'avais besoin d'avoir mon bac, et je me suis dit, il faut que je l'aie, ben, j'ai eu 18 en maths au bac. Donc, toutes ces étapes et ces expériences m'ont fait prendre conscience du fait que, en fait, quand je veux quelque chose, je peux. Et je jouais aussi, je joue encore au basket. Et je l'ai appliqué même au basket parce que je sautais très haut. Je sautais très haut. Et je l'ai expérimenté aussi sur wheeling. Je me suis dit, je vois le cerceau, je veux le toucher. Mais juste la volonté, le fait de dire je veux, mais quand j'y arrive finalement, je saute. Et les gens me disent, mais Fabrice, tu vas en salle, tu fais un exercice particulier, comment tu arrives à sauter? Je ne suis jamais allé en salle en fait. Juste le wheeling. Le wheeling, la volonté, j'ai dit, je veux toucher ce cerceau. Et du coup, je me donnais les moyens de sauter. Donc, toute la force, l'énergie que je mettais pour sauter, venait de cette volonté de toucher ce cerceau-là. Et c'est pour te dire, j'ai appliqué ça à pratiquement toutes les situations de ma vie. Et voilà, donc pour répondre à ta question, le déclic est parti de là. Je dis, je veux quelque chose. Et pour aller encore plus loin, on est en train de... Pour une fois, je pense que je m'ouvre vraiment comme ça. Je me rappelle encore dans mon lit quand j'étais jeune, au collège, comme je te dis, je suis lunatique. J'adorais rester dans ma chambre. Je suis un introverti. J'adorais rester dans ma chambre et je me mettais sur mon lit et je regardais le plafond. Je rêvais. Et je me rappelle encore d'une scène où, je pense que je l'ai raconté à certains de mes amis, j'ai visualisé ce que je voulais être. Je me suis dit, je me rappelle, je regardais dans le vide et je me voyais dans un métier où je voyageais beaucoup, où il y avait des gratte-ciel, genre un centre d'affaires, business. Et voilà ce que je voyais. Mais je ne savais pas nécessairement quoi. Mais c'était ça ma vision. Et à un moment donné, quand je travaillais, je vivais à Toronto, je me rappelle j'étais dans... Tu as étudié à Toronto, c'est ça? J'ai étudié à Montréal et à Toronto. Et j'ai commencé à travailler à Toronto. Et c'est à Accenture que j'ai commencé à travailler en cabinet. Et je me rappelle, étant dans mon appartement, jouant à Toronto, j'ai eu cette vision m'est revenue. Et c'était exactement ce que je vivais. En ce moment, à Toronto, à Accenture, j'étais sur un projet où je voyageais toute la semaine. Je passais juste 2 jours à Toronto. Je repartais chez le client. C'était fast track. Et mon appartement était dans le centre, le downtown, un immeuble, un gratte-ciel et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, comment est-ce que je suis arrivé là? Ne me demande pas parce que je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si tout ça c'est relié, mais je me dis quand tu as une vision, tu as une volonté et tu te donnes les moyens. Bien sûr, je ne dis pas que nous sommes maîtres et nous contrôlons tout ce qui nous arrive dans la vie. Non, pas du tout. Mais je pense qu'il faut déjà se donner une vision, visualiser ce qu'on a envie d'être, ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut faire, et se donner les moyens d'y arriver. Et je pense que moi, ça a marché jusqu'à présent. Et voilà, j'en suis vraiment fier. Et c'est ça que j'aimerais partager à tous les jeunes. Je leur dis, ne baissez pas les bras, quoi. Like, vous pouvez y arriver, quoi. Tout le monde, voilà. Donc voilà, quoi. Moi, une question qui me vient à l'esprit, ce que j'ai vraiment envie de savoir, c'est, on a vu un peu, on sait un peu le parcours. Là, tu as dit que tu es à Toronto, tout ça. Chez nous, au Bénin, et surtout en Afrique,
généralement, c'est pas facile d'étudier à l'étranger. Il faut que les parents aient les moyens, ou soit tu as une bourse, tu as bien travaillé, tu as une bourse et tu as pu voyager. J'ai une question en deux temps, c'est de savoir, est-ce que tu viens d'une famille riche? Est-ce que tu es un gosse de riche? Parce qu'on sait que chez nous, les gosses de riches, ils ont beaucoup plus d'opportunités. Est-ce que tu es un gosse de riche? Et est-ce que l'opportunité que tu as eu de travailler, d'étudier à l'étranger, etc., c'est venu de ton travail ou c'est papa qui a juste passé des coups de fil et puis tu es passé? Non, je pense pas que je sois un gosse de riche, comme tu le dis. Je pense que je viens d'une famille, je dirais pas, je viens d'une famille normale, en fait. Modeste. Modeste, oui. Nous ne sommes pas immensément riches, mais nous ne manquons pas non plus nous manquons de rien. Le minimum. Ouais, nous avons le minimum. Et nous sommes deux garçons, mon frère, mon petit frère et moi. Donc oui, non, je ne me considère pas comme un gosse de riche. Mes parents nous ont, même si mes parents avaient des relations, mon père était dans l'armée, il est à la retraite. Ma mère a travaillé dans les organismes internationaux. Et mon père, après sa carrière dans l'armée, a aussi rejoint les organismes internationaux. Et n'ont jamais voulu mettre à notre disposition leurs relations pour nous aider. Mes deux parents travaillaient pour les Nations Unies. Je ne jurais que par les Nations Unies. C'était mon rêve de travailler pour les Nations Unies. Mes parents ne m'ont jamais poussé, n'ont jamais pris mon CV. Jamais, j'ai tout fait. Jamais. Jamais. Donc, je pense qu'ils nous ont inculqué une valeur de se débrouiller par nous-mêmes. Et ça, je l'ai aussi vu du côté de mon grand-père maternel, qui avait aussi des possibilités d'aider. Il a fait le système des Nations Unies aussi. Il était à l'OMS. Même chose avec mes parents, ma mère plutôt, ma mère et son frère qui est mon oncle. Même chose, jamais aidé. Donc, je dirais pas que je me suis fait. Je pense que mes parents m'ont donné une richesse, c'est-à-dire m'ont mis à l'école, ont payé mes études. Et même pour ça, pour revenir à ça, tu parlais du coût de la scolarité au Canada. Je me rappelle très bien. C'est marrant parce que mon père était tellement persuadé que je n'allais pas avoir mon bac parce que j'étais, je dirais pas nul, mais vraiment pas sérieux au collège. Il n'a pas pris les dispositions pour préparer parce qu'on avait fait un deal. Le deal avec mon père, c'était papa, si j'ai mon bac, je veux aller aux États-Unis parce que je voulais jouer au basket. C'était ça mon objectif. Je voulais jouer au basket. Je voulais faire deux choses, soit faire du sprint, ou soit jouer au basket. Et pour moi, l'endroit, c'était États-Unis ou rien. Pas France, rien du tout. États-Unis ou rien. Donc, je le dis à mon père, papa, je vais aller aux États-Unis. OK. Condition, tu as ton bac. OK. Mais comme j'étais, comme je t'ai dit, pas très sérieux au collège, là-bas, oui, il s'est dit, il va. Déjà, de façon normale, il n'arrive pas à avoir la moyenne et il veut aller passer le bac en première. Donc, je l'ai fait en candidat libre. Wow. Et le directeur, je me rappelle, de l'école a dit que si j'échouais, ils étaient contre l'idée. Et ils m'ont dit que si j'échouais, ils me renvoyaient de l'école. Donc, j'étais en première. Donc, je faisais le cours de première normalement comme tout le monde. Et les soirs, quand je rentrais à la maison, ben, je prenais les cahiers, les trucs des gars à la terminale pour étudier moi-même. Et mon père m'avait dit qu'il ne met pas un rond pour m'aider et tout ça. Donc, je me suis... pas pris de répit? Jamais, non. Donc, c'est pour te parler encore de willing, volonté. Ouais. Quand je veux quelque chose, je me donne les moyens. S'il faut ne pas dormir, je ne veux pas dormir. Et ça, moi, c'est... Voilà, donc on reviendra. Donc, du coup, je me suis préparé tout seul. J'ai eu mon bac. Sans répétiteur, vraiment? Sans répétiteur, sans personne. J'ai eu 18 en maths. Ah, c'est chaud. Donc, c'est pour te dire, quand je me dis je veux, je le fais. Donc, voilà. Du coup, donc je me rappelle très bien, le jour de l'annonce des résultats, mon père mangeait à table. On a dit mon nom. Il est resté stoïque, tranquille, comme si de rien n'était. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, mes parents n'étaient pas prêts m'envoyer soit au Canada, soit aux États-Unis. Donc, finalement, on a décidé de regarder le Canada. Mais encore une fois, c'était une surprise. Ils ne savaient pas que j'allais avoir le bac. Donc, le deal que j'ai eu avec mon père, c'est OK, tu vas à Accra 1 an, faire l'anglais. Le temps que je mette les choses en ready, me prépare pour t'envoyer.
Et heureusement, à cette étape, à ce moment-là, mon père qui était dans l'armée a eu un poste aux Nations Unies. Et quand on rentre aux Nations Unies, les études des enfants sont payées à, je ne sais pas si ce n'est pas entièrement ou à 80%, je ne me rappelle plus, par les Nations Unies. Du coup, boum, mon père qui cherchait, je me rappelle même, une anecdote, j'ai cru comprendre même que mon père était en train de chercher à vendre de ces terrains pour m'envoyer au Canada parce qu'il n'était pas prêt. C'est ce qui se fait Ouais. chez nous. Hein. Ouais. Et là, boum, mon père reçoit ce job aux Nations Unies. Et boum, voilà. Donc, plus besoin de chercher la solution à trouver. Donc, je me dis aussi, des fois dans la vie, des choses arrivent. Tu te grattes la tête, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Et boum, tu as des trucs comme ça qui arrivent, des situations comme ça qui arrivent, qui viennent finalement résoudre tout ton problème. Donc, voilà, c'est comme ça, pendant toutes mes études, mon frère et moi, au Canada, voilà, nos études étaient payées par les Nations Unies. Donc, on n'avait pas ce problème. Alors, on n'était pas enfants de riches, mais aussi mes parents avaient de quoi nous payer parce qu'ils avaient des avantages par rapport à leur poste. Ils nous ont aidés. Voilà. Wow. Je ne m'attendais pas à cette réponse, mais je crois que tu réponds très bien à la question. Parce que, genre là, vraiment, t'as vraiment cassé toutes les personnes qui penseraient ça, qui ne connaissent pas le background jusqu'où c'est pas. Et moi, ce qui me marque surtout dans ce que tu as dit, c'est le fait que tu passes le bac en premier. Le bac, c'est difficile. Moi, je le dis, j'ai 19 en mathématiques au bac C. C'est difficile. Le bac, c'est difficile. Ouais. Mais là, passer le bac en premier. Sans répétiteur. Là, il faut avoir de la volonté, quoi, tu vois. Et en plus de ça, tu vois, ton père, il n'y croyait pas. Et là, tu passes le bac, tu as 18 en maths, alors que tu fais A1. Et là, il est surpris en mode, ah, mais j'avais trouvé le petit là que... Exact. Mais là, aux États-Unis, mais j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Bon, je l'envoie d'abord au Ghana. Pour ne pas mettre la face, tu vois. Et le temps de trouver un peu l'argent pour le faire. Il ne se préparait pas. Exact. Parce qu'il n'était pas prêt. Il n'y croyait pas. En fait, et ta volonté pousse finalement ton père en fait à déplacer les montagnes pour toi. Exact. Et là, tu as la chance, concours de circonstances, où ton père il rentre aux Nations Unies, aux Nations Unies et tout. Et là, tu as la chance d'avoir tes études qui sont financé par les Nations Unies. Et c'est comme si tu as une boost, en fait, finalement, pour partir au Canada. Donc ça, c'est très bien. Donc quand tu rentres au Canada, tu fais combien d'années d'études là-bas et comment tu décroches ton premier emploi? Donc, quand j'ai eu mon bac en premier, je suis allé au Canada. Je pense qu'il y avait, comme tu as parlé de déclic, j'étais sur une lancée. C'était comme si j'avais réalisé que... Tu pouvais tout faire. Tout. J'étais tu es devenu Superman, quoi. Superman, je peux tout faire. Donc, pour ceux qui connaissent le Canada, je pense que je suis parti pour commencer d'abord à faire un bachelor. Le bachelor, c'est 3 ans. Mais au Canada, ils te permettent de faire il y a des sessions d'hiver, d'été, d'automne, et tu prends des crédits. Et c'est l'accumulation des crédits. Normalement, tous les crédits, tu dois faire. Le programme, c'est sur 3 ans, et c'est en fonction du nombre de crédits que tu prends que tu les fais. Donc, là encore, je sais pas, j'étais tellement chaud, j'ai dit, moi, je ne veux pas faire 3 ans, je veux faire 2 ans et demi. Donc, je commence à prendre plus de crédits que la moyenne. Je commence à travailler l'été. Encore, je prends des trucs l'été et je finis mon bachelor, qui est la licence, en 2 ans et demi environ. Donc, je finis ça. Je me dis, bon, ok, je suis chaud, toujours chaud. J'ai l'impression que ça commence pas à faire une habitude. J'ai dit, mais ça commence. Fini, quoi. Ouais. Tout le monde. Ouais. Donc, après, j'ai fini ça. Je dis, bon. Et là, j'étudie en ressources humaines. Comme je l'ai dit aussi l'autre fois, je savais une chose, je voulais travailler avec les humains, mais je ne savais pas dans quoi. Donc j'hésitais, j'ai commencé en sociologie, je trouvais ça trop... Je ne voulais pas devenir prof. Je me dis, les débouchés n'étaient pas intéressants. Pour moi, gagner de l'argent, c'était important. Ah oui, j'aime l'argent. Ça, je parle. Donc, sociologie, pas que je dégrade, je pense que c'est une question aussi de comment on appelle, de passion. Donc, je dis non. C'est pas ça. J'ai regardé psychologie, psychiatrie. Au Canada, il fallait faire des études de médecine pour pouvoir rentrer dans ces branches-là. J'ai dit trop long pour moi, ça ne m'arrange pas. Finalement, j'ai dit management, ressources humaines, business, people, les gens, mais dans le domaine du business, des affaires. J'ai dit ça me dit.
Et voilà comment je choisis cette branche, faire les ressources humaines. Je finis mon bachelor rapidement. Je m'ennuie, je me dis, bon, j'ai encore de l'énergie. Je dis, bon. D'habitude, avec un bachelor, l'Amérique du Nord a cette particularité que on privilégie plus le pragmatisme. C'est pas les longues études. C'est pas aller chercher des PhD et tout ça. Donc, moi, ma cohorte, déjà avec le bachelor, est partie sur le marché du travail et avait déjà de bons jobs. Ok. Donc, moi, je me suis dit, bon, non, je peux encore continuer. Je dis, parce que, encore une fois, j'avais une idée. Ma vision, c'était, je dis, ressources humaines, quand j'ai vu ce que les gens qui étaient de ma cohorte faisaient, c'était vraiment des trucs recrutement, des trucs vraiment basiques. Moi, je voulais être à un niveau stratégique. C'était trop opérationnel. Donc, je finis mon master à Montréal, Université de Montréal. Je décide de faire un autre master. Un deuxième master, parce que j'étais toujours intrigué par l'humain. Et là, j'ai décidé de faire un master en formation des adultes. Formation des adultes avec un peu de psychothérapie. Toujours une curiosité par rapport à l'homme, à l'humain, comprendre l'homme dans toutes ses dimensions. Donc, je fais ça. Donc, je fais ça. Je fais un autre master et ça me permet de... Je déménage à Toronto, qui est une ville anglophone. Et ouais, et c'est là où je me dis aussi, j'ai besoin, encore une fois, différenciation. Tout le monde est Montréal, la plupart des gens sont francophones. Je dis, Canada, pour augmenter mes chances, il faut que je sois bilingue. Comment on est bilingue? Je pense qu'il faut que j'aille dans une zone anglophone. Donc, imagine moi, francophone, venir dans une zone anglophone. Quand j'ai fini, j'ai eu mon master. Sur le marché du travail, moi, j'étais bilingue. La plupart étaient anglophones. Moi, j'étais bilingue. Encore un avantage. Toujours cette quête d'avantage, me différencier. Pas eu de problème pour trouver un travail. C'est là que j'ai commencé je rentre à Accenture, le premier cabinet. Je fais 1 ou 2 ans, je ne me rappelle plus. Et après, je rentre à PwC. Comment tu rentres à PwC après 2 ans d'expérience? Comment ça se fait, la transition? Tu étais toujours aussi à Accenture et tu es débauché ou tu déposes? Comment ça se fait? Ben, pour une fois, ouais, je ne suis pas débauché, je suis mis à pied. Oui, je suis mis à pied parce que dans les cabinets, il faut dire qu'il y a ce truc de taux d'utilisation. C'est-à-dire que les cabinets vendent des ressources aux clients. Donc, il n'y a pas beaucoup de contrats ou de missions. Les consultants que nous sommes sont on va dire, sur le bench. Oui, Ils ne travaillent pas. Donc, du coup, c'était une période où Accenture n'avait pas beaucoup de marché de clients. Du coup, on a dû réduire un peu dans les consultants. Et j'ai été touché par ça. Mais c'était en réalité une opportunité pour moi parce que en même temps que ça arrive, je reçois 2 offres en même temps sur la même table, PwC Canada et PwC Kenya. Et tu choisis quoi? Kenya. Kenya, pourquoi? À cause de l'Afrique? Je voulais retourner rentrer en Afrique. Donc, j'ai choisi le Kenya. Donc, je prends mes bagages, je déménage sur le Kenya. Je ne connais pas l'Afrique de l'Est. Et du coup, voilà, très belle expérience pour moi. Je fais 1 an là-bas. Et en ce moment, bon, je pense que c'est toujours peut-être la même chose, je ne sais pas, mais c'est très compliqué pour les étrangers. De vivre au Kenya? Pas de vivre, mais d'avoir leur permis de travail. Je pense qu'à chaque 3 mois, il fallait renouveler, justifier pourquoi il n'y a pas un Kenyan, pourquoi on prend un Béninois ou un Canadien alors qu'il y a les Kenyans. Après, c'était compliqué. Même si c'était PwC Kenya qui faisait les formalités pour moi, je trouvais ça chiant, barbant. Donc, comme j'avais 2 offres sur la table, du Kenya et du Canada, et que j'avais pris l'offre du Kenya, j'étais déjà parti au Kenya. Donc, étant déjà dans la maison et étant Canadien, et PwC Canada. Déjà? Oui, je suis déjà Canadien, c'est ça. Je suis dans la PwC Canada, mais bon, je vais rentrer. Il dit, ouais, parfait, mobilité interne. Donc, je retourne au Canada. Donc, je retourne au Canada, j'y travaille 2 ans, j'ai encore la bougeotte, je m'ennuie, je dis le mal du pays, je veux rentrer au pays. Et donc, le PwC Canada me dit, oui, si tu trouves une opportunité
dans le réseau PwC, dans le monde, nous, on te Très supporte. ouvert, en fait. Ouais, ils étaient ouverts parce que j'ai été toujours très clair sur mes intentions. Les intentions, je les ai partagées, communiquées. C'est quoi tes De rentrer. de rentrer? Donc, j'ai De jamais, oui, je l'ai toujours martelé pour qu'ils puissent comprendre. Du coup, je cherchais toutes les opportunités et j'ai eu une opportunité au Maroc, avec PwC. Au Maroc. Ok. Donc, Kenya, PwC, Canada, et ensuite, là, tu pars au Maroc. Je repars au Maroc. Je quitte le Canada, le Maroc. Je travaille à PwC Maroc 1 an et la Côte d'Ivoire me fait appel, me dit, écoute, on a besoin de gens comme toi. Voilà, c'était au moment où ils étaient en train de développer l'activité conseil sur la région Afrique francophone. Ils me disent, mais des gens comme toi, ok, non, je dis, bon, ok. Je quitte le Maroc, je rejoins PwC en Côte d'Ivoire. Donc c'est là, comme ça, j'atterris en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire, je pense 2 ans, je ne me rappelle plus. Et là, je me fais approcher par Deloitte. Donc Deloitte m'approche et me parle d'un projet Bénin-Togo. Bon, que là, j'avais fait Kenya, Maroc, Côte d'Ivoire. Je me dis, mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a pas un signe? Je tourne. Finalement, là, le truc me dit maison. Je dis, bon, ok. Pourquoi pas? J'avais fait, en ce moment-là, j'avais déjà fait 8 ans à PwC. 8 ans. Je me suis dit, bon, écoute, c'est peut-être l'occasion pour moi de changer, voir autre chose. Tu vois, sortir de ma zone, parce que j'étais vraiment dans ma zone de confort. PwC. Donc, je me dis, ok, peut-être voir autre chose. Et c'est comme ça que j'accepte l'offre de Deloitte pour rejoindre le bureau Bénin-Togo. Donc, je rejoins d'abord le bureau du Togo, où je me concentre sur principalement les activités de développer le conseil sur le Bénin et le Togo en tant qu'associé sur ce métier. Et au bout d'1 an, on me demande si je serais intéressé de prendre la tête de Deloitte au Bénin. Je dis, ah bon. Là, donc, imagine, quand je quitte la Côte d'Ivoire, je ne vais pas au Bénin. Hein. Je suis basé au Togo. Au Togo d'abord. Donc, je suis basé au Togo, je fais mon truc. Et 1 an après, on me dit, est-ce que tu serais intéressé de prendre? Je dis, bon, vraiment, j'évite le Bénin. Et finalement, le Bénin. Donc, c'est avec joie que j'ai accepté de venir au Bénin et prendre ce poste-là pendant 2 ans, je pense. Je ne me rappelle plus. Déjà, ça fait quoi qu'on te nomme à la tête d'une boîte comme Deloitte au Bénin? Beaucoup de pression. Parce que derrière, il y a de gros noms qui sont passés avant moi, qu'on connaît, que je ne vais pas mentionner ici. Quand on dit Deloitte, on fait référence à des personnes et tout ça. Et je pense que le Bénin, il y a eu vraiment des personnes importantes dans la firme qui ont contribué à la création et vraiment à la prospérité de Deloitte au Bénin. Donc, c'était pour moi de maintenant reprendre ce bébé-là. C'était quand même une forte pression pour moi de passer. Et comment tu as géré ça déjà? Quels ont été les changements que tu as vu dans ta vie Parce qu'avant, je suppose que tu avais des postes managériales dans les différents trucs et tout. Mais là, être à la tête, c'est comme si tu représentes Deloitte. C'est pas comme si, c'est comme tu représentes Deloitte au Bénin, tu vois. Et c'est une grosse responsabilité parce que tu dois, je suppose, report au board international et tout, etc. Quel est le changement que tu vois dans tes anciens postes juste de manager à prendre la tête en fait d'un cabinet comme ça? Ouais, tu sens tes épaules lourdes en fait, lourdes de responsabilité. Déjà, Deloitte, c'est une forte marque. Une forte marque. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont précédé qui ont quand même impacté positivement le cabinet. Donc, passer après eux, c'était déjà beaucoup de pression. J'étais, oui, certes, dans des positions de management avant, mais j'étais beaucoup plus sur une seule ligne de service qui était le conseil. En prenant la tête de Deloitte au Bénin, c'est-à-dire que je devenais maintenant celui qui orchestrait
le bon fonctionnement de toutes les lignes de service. Parce que le cabinet d'audit, comme les Big Four, c'est plusieurs métiers. C'est l'audit, le cœur de métier qu'on connaît, l'audit. Ok. C'est le conseil juridique et fiscal, c'est le conseil en management et c'est aussi ce qu'on appelle ce qui est comptabilité. Donc, voilà, donc il fallait, en étant patron, avant j'étais patron d'une ligne de service conseil sur plusieurs pays, mais maintenant je deviens le patron pays de tout. Donc, j'étais maintenant dans un rôle maintenant je dirais, de chef d'orchestre pour faire que les choses marchent. Beaucoup plus de coordination, beaucoup plus de facilitation plutôt que de rester juste comme ça. Vraiment. Tu sors un peu de l'opérationnel. Hein. Oui, aussi. Opérationnel, je pense qu'il y a un gros volet administratif qui est rentré en jeu. Avant, j'étais très technique. Très technique, c'est ça. Parce que j'étais métier. Tu étais métier, ouais. Client. Mais là, c'était représentation, donc visage de la marque au Bénin. Donc, par rapport aux autorités, à l'administration publique, par rapport aux clients. Donc, c'était vraiment un rôle de représentation. Donc, le volet administratif était très fort. J'avais toujours mes responsabilités techniques parce que j'étais toujours patron du métier conseil. Donc, ça aussi, il fallait jongler. Je dirais sur 100%, l'administratif, représentation, c'était 80. Et le métier est devenu 20. C'était, voilà, si tu me parles de changement, c'était, oui, c'est ça. Mais maintenant, c'était 80, ça a shifté. Donc ça a été pour moi le premier, le vrai choc, en fait. Mais bon, j'ai aimé. Hein, Il y a des impacts de ta vie privée? Oui, oui. Je pense que, déjà, ma famille n'est pas avec moi. Ma famille est restée au Canada. C'est un choix que j'ai fait, stratégique qu'on a fait avec mon épouse, bien évidemment, pour nous permettre parce que le métier est prenant et je bouge beaucoup. Donc, qu'ils puissent avoir une certaine stabilité. Exactement. Je pense que je t'ai parlé un peu de comment je bouge à chaque 2 ans presque. Donc, pour mes enfants, nos enfants qui sont en bas âge, c'était plus sage de les laisser quelque part de plus stable. Donc, voilà. Donc, oui. Les changements dans ma vie personnelle, je sais pas, hein, je dirais beaucoup faire plus attention parce que tu représentes une image, tu représentes le cabinet, faire attention parce que tu vois, les clients perçoivent Deloitte comme une marque premium, donc du coup il faut que toi-même tu représentes le premium. Tu veux pas vendre du premium et te comporter comme du cheap. Donc, il faut montrer ce que tu vends, en fait. Donc, exactement, même dans ton attitude, comment tu te comportes, tout ça. Donc, oui, donc faire plus attention un peu à moi, à comment je me comporte, ce que je fais à l'intérieur qu'à l'extérieur du cabinet. Donc, voilà le gros changement qu'il y a eu. Qu'est-ce qui te pousse à revenir là-bas? Est-ce que c'est parce que tu as eu une proposition? C'était quoi, en fait? Toujours, je suis perpétuellement en quête de challenge. J'ai pensé que le mandat qu'on m'avait confié à Deloitte, ça c'est ma perception, je l'avais rempli quand même si c'est pas à 100%, peut-être à 90, 95 selon moi, et qu'il était temps pour moi, je fais un truc, je dois le... Non, oui, mais tu le fais bien. Je le fais bien, je laisse la place à d'autres de faire peut-être mieux. Et moi, je me concentre sur autre chose. Donc, si je l'ai fait à 95%, je peux laisser quelqu'un d'autre venir et finir et même faire encore mieux que moi. Donc, moi, j'ai jugé que j'ai fait ma part et que maintenant, il était temps pour moi aussi de regarder un autre challenge. Donc, comme j'ai dit, j'avais fait 8 ans à PwC avant que Deloitte m'approche. Donc, j'ai toujours gardé de très bonnes relations avec PwC. Et quand j'étais à PwC, j'étais toujours sur les métiers conseil en management. Donc, ouais, PwC, à un moment donné, m'a approché parce qu'ils avaient le projet de développer, de mettre le conseil en management à un niveau
de l'emmener à un niveau supérieur. Et étant donné que j'avais le sang PwC qui coulait dans mes veines, j'avais 8 ans quand même. J'ai pas hésité. J'ai sauté sur l'opportunité. C'était vraiment avec toute la joie que j'ai accepté de venir. Donc, c'était pas une question de opportunité ou tout. Non, c'était venir apporter quelque chose pour aider le cabinet à atteindre ses objectifs. Donc, le projet qu'on me proposait à PwC rentrait, ça me plaisait encore en termes de challenge pour pouvoir aider. Et là, c'était dans quel pays? Ben là, en fait, c'était un groupement de pays, je crois. Bon, oui, là, maintenant, je devenais le patron du conseil sur les 10 pays de la firme. Voilà, sur les 10 pays de la firme. En fait, tu passes de poste managérial à être vraiment dans la technique et tout, etc., à faire 8 ans là-bas, de pays en pays, tout ça, à devenir représentant, directeur, partenaire général au Bénin de Deloitte. Tu quittes Deloitte et tu repars maintenant à PwC pour coiffer 10 pays, en fait. Ouais. Et on en parlait en... Non, mais c'est fou, en fait, parce que, tu vois, c'est le next level, you know. Yeah. You know, each time you go to the next level, tu vois. Et ça, c'est super important. Quand tu passes de gérer un pays à 10 pays. Et là, c'est comme si pour moi, j'ai l'impression que c'est un scale tel S, quoi. Tu vois. Yeah. Qu'est-ce qui se passe dans ta réalité de manager? Comment ça se passe en fait? Tu représentes la boîte, mais 10 pays, c'est quoi le genre? Parce que là, je suis que tu vas commencer par avoir en dessous de toi des partenaires de chaque pays, donc des managers de chaque pays, c'est ça à peu près. Comment ça se passe? C'est quoi la réalité? C'est quoi la différence entre cette réalité et la réalité que tu vivais à Deloitte en fait, à la tête de Deloitte Bénin? Ben, la réalité, c'est qu'il fallait changer la façon de fonctionner. Parce que là, tu as 10 pays. Il fallait faire confiance, déjà, avoir confiance aux personnes, aux associés qui étaient sur le métier dans ces pays-là, qui les couvraient. Parce que là, maintenant, on allait avoir une relation plus proche de collaboration. Parce qu'à la fin de la journée, moi, je ne peux pas me dupliquer et être sur les 10 pays en même temps. Donc, ça voudrait dire qu'il fallait maintenant que je sois clair dans ma stratégie, ma vision, savoir la communiquer, la cascader et aider ceux qui m'aident à la mettre en œuvre, les aider au jour le jour dans l'exécution de cette stratégie-là. Parce que c'est bien beau de dire, voilà la vision, allez vous débrouiller et revenir quelques mois plus tard, dire, bon, où est-ce que vous en êtes? Ok, non, c'est pas bon, c'est pas... Non. Donc, moi, c'est pas mon style. Moi, j'aime le front, j'aime être allé au charbon, j'aime être dans l'arène. Ça, c'est mon truc. Dans l'action, en fait. Dans l'action, oui. Et je pense que les gens te respectent plus quand tu es dans la... Oui. Quand tu dis et tu montres comment le faire, il y a un respect. Il y a un respect. Mais quand tu dis comment faire, et tu dis mais tu ne sais pas comment faire, non. Ah, mais juste par l'exemple que moi j'ai le plus en tête, c'est le foot. Tu vois, on a toujours un respect différent à un entraîneur qui a été un footballeur. Clairement. Qu'un entraîneur qui prend Zinedine Zidane. Bien sûr. Quand il devient entraîneur, même les joueurs même te disent au Real Madrid, comme Zinedine Zidane. C'est clair. Il sait de quoi il parle. Exactement. He has been on the pitch. Exactement. En fait, exactement. Donc c'est plus facile pour lui, c'est plus facile même pour toi de donner du crédit à ses conseils que juste quelqu'un qui a appris le foot sur le papier et tout. Tu dis, si tu étais à ma place, coach, tu n'aurais pas pu faire mieux. Hein. C'est sûr. Tu vois, il y a ce crédit-là que tu donnes à la personne qui change la façon dont tu peux faire. C'est sûr. Et oui, ça a été une belle expérience aussi parce que je pense que chaque poste dans lequel j'ai été, chaque poste m'a permis d'acquérir une compétence ou une aptitude que je n'avais pas. Okay, est-ce qu'on peut faire le tour rapidement de chaque poste et tu vas me dire en fait quelle est la chose ou la compétence que ça te permet d'acquérir. Tu peux aller à 3 si tu veux. Pour que en fait, toutes les personnes qui suivent, qui sont dans le monde professionnel, qui ont envie de passer au next level, puissent comprendre également les différentes skills qu'ils doivent développer en fait. En commençant par PwC Canada. L'observation, l'apprentissage, absorber.
Observation, apprentissage absorbé. Tu peux détailler? Nombreuses des compétences que j'utilise, je pense que le Canada, je n'ai pas peur de le dire, le Canada m'a fait, hein, ma formation professionnelle, les, euh, l'éthique, le souci du travail bien fait, la rigueur, le respect de la parole, des deadlines. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un je suis très cool, j'adore rire, je m'amuse tout le temps. Mais il y a des choses, tout le monde connaît, respect de, si c'est lundi à 10h, c'est lundi 10h, c'est pas 10h02, c'est pas 3, c'est 10h. Quand t'engages, parce que nous sommes dans un métier où les clients, on s'engage auprès des clients, vous aurez votre rapport mardi à telle heure. Donc, pour que le rapport sorte mardi à telle heure, ça voudrait dire qu'il y a une chaîne de revue qui doit être suivie en place. Donc, si le client attend son rapport à 10 heures et toi, tu es un senior consultant, sachant qu'au-dessus, c'est un consultant, tu es un manager, un senior manager, un directeur, un associé, tu donnes ton travail le mardi à 8 heures, quelle revue peut être faite avant 10 heures? Donc, ça voudrait dire, toi, tu dois avoir fini ton travail jeudi d'avant à telle heure. Donc, quand quelqu'un dans le maillon ne fait pas son boulot, donc, voilà, c'est des choses donc, que j'ai apprises et que j'essaie d'inculquer. Je suis très exigeant avec mes équipes, les consultants, parce qu'à la fin de la journée, je pense que c'est des choses qui vont, moi, m'ont servi dans ma vie et je pense aussi pour leur servir. Donc, au Canada, j'étais beaucoup dans l'absorption, la compréhension, Tu sais de comment ça marche, comprendre le pourquoi, système, tout ça. voilà, surtout que c'était mes premiers pas en cabinet réellement. C'est quoi le travail en cabinet? Voilà, donc j'ai vraiment appris les bases du métier de conseil en cabinet au Canada. Et quand tu es passé au Kenya? Kenya, c'était plus dans que j'ai appris, la transmission, humilité. Humilité surtout. Humilité encore. Oui. Pourquoi Pourquoi? humilité? Je venais dans un environnement que je connaissais pas, que je découvrais, totalement new to me. Je parlais même la langue. Bon, j'étais à Toronto, donc ça va, oui, mais l'accent était un peu compliqué. La culture est compliquée. J'étais venu dans un poste de manager. Et j'étais censé, ce qu'on m'avait demandé de faire, c'était de faire monter les personnes en compétence sur un sujet spécifique qui est la gestion du changement. La gestion du changement. Comment piloter des projets avec une expertise sur la gestion des changements. Donc, je venais avec le grade de sachant, de petit jeune, venu du Canada, qui vient en Afrique, au Kenya, et qui doit transmettre. Donc, dans un environnement qu'il ne connaît pas, il découvre. Donc, il a fallu de l'humilité pour pouvoir que les gens me donnent l'occasion de pouvoir parler et accepter et prendre. Parce que si j'étais venu sur mes grands chevaux et tout ça là, fermé, j'aurais pas pu faire mon travail. Donc, ça m'a appris l'humilité. Transmission, humilité. PwC Côte d'Ivoire. PwC Côte d'Ivoire, ça m'a appris comment faire du business en Afrique francophone. J'avais jamais travaillé. En Afrique francophone. Oui, non. Je suis d'Afrique francophone, mais j'avais jamais travaillé en Afrique francophone. J'ai appris les codes. Comment tu fais du business en Afrique? Comment tu parles aux autorités? Comment tu parles aux clients? La manière dont tu gères les clients au Maroc, au Maghreb, c'est pas la même chose au Canada. Non. En fait, tu as compris différents concepts, contextes en fait. Et c'est ça, je pense, qui enrichit un homme. Pour moi, et je me sens riche du fait que j'ai fait le Maghreb, j'ai fait l'Afrique de l'Est, j'ai fait l'Afrique de l'Ouest, j'ai fait l'Amérique du Nord. Toutes ces zones ont leur code, leur culture, leur façon de faire, leur particularité. Et il m'a fallu de m'adapter pour pouvoir fonctionner dans ces environnements. Je n'aurais pas pu rester qui je suis et dire, ça c'est moi. Hein. Je viens dans le système
Kenya avec mes trucs. En étant un truc, jamais. Ça peut pas marcher. Donc, à chaque fois que j'ai bougé, j'ai dû me réinventer, j'ai dû me réadapter. Que ce soit le pays, que ce soit l'entreprise. Chaque fois. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé à quoi quel animal je pense. Je pense que je suis un phénix. Parce que Phénix venait de ses cendres. tout le temps. Quand je passe dans un pays, c'est clair, ou un caméléon, tu as raison. Quand je passe quelque part, j'arrive quelque part, profil bas, partir de zéro. Part de zéro, je me dis, bon, voilà, c'est un nouvel environnement. Tu dois tout réapprendre de zéro. Et je ne viens pas avec cette, cet a priori, genre, je suis accompli. On ne peut plus rien m'apprendre. Oh là, Seigneur Dieu, c'est fini là, je suis mort. J'ai ça, tu fais ça, t'es mort. T'es mort. Donc oui, c'est... Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Ça, c'était quel pays on était sur? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est how to make business in Francophone Africa. Ouf, ouais. Ça, oui. Quelle est la grande différence que tu trouves entre la façon de faire du business en Afrique francophone versus le Maghreb versus l'Amérique du Nord? Là, tu me poses une colle, hein, Benny. Tu me poses une colle. Quelle est la big difference between... Oh là, tu me poses une colle. Là, il me faut réfléchir. Là, il faut que je réfléchisse. Bon, si je peux t'aider, dis-moi. Mais l'Afrique francophone, c'est spécial. Parce qu'on a des codes, et les codes un peu sont un peu, je ne vais pas dire les mêmes, c'est un peu adapté, mais c'est pas très, tu vois. Il y a une grande différence entre le Maghreb et ici, tu vois. Et on a notre culture aussi. Et ici aussi, en fait, les gens sont très fermés. J'ai l'impression. C'est-à-dire, en fait, en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, c'est plus, je ne sais pas comment ça fonctionne au Maghreb, c'est plus, tu connais qui connaît qui, tu vois, genre, est-ce que tu as le bon endorsement, en fait, tu vois. Et je ne sais pas comment ça se passe au Maghreb, je n'ai pas fait le Maghreb. Donc, c'est quoi ces grosses différences culturelles que tu as remarquées qui changent complètement la façon de faire le business, en fait? Non, là, tu me poses une colle. Je vais devoir réfléchir. Là, je ne peux pas te répondre comme ça. Okay. Sérieux, je vais devoir réfléchir. Okay. Je vais devoir réfléchir. Alors, donc, on vient donc aller au Togo. Oui. Les 3 grandes compétences qui t'ont permis de gérer. Faire confiance. Togo m'a appris à faire confiance. Pourquoi? Parce que je venais trouver une équipe en place que je n'ai pas construite. Et on m'a dit, voilà tes objectifs, voilà ce qu'on attend de toi, voilà ceux avec qui tu travailles. Donc, et eux aussi, ils étaient sur la défensive. Ils avaient un boss. Et je suis le nouveau boss. Donc, tout le monde était... Moi, j'étais comme... eux aussi me regardaient. Donc, il fallait... Et très rapidement. Ouais, on a réussi. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de doutes des deux côtés au départ. Beaucoup. Mais après, quand on a vu qu'on pouvait se faire confiance, on voyait dans la même direction. C'est parti. C'est gagné. Ouais, c'est fini. C'était toi qui leur as fait confiance d'abord, c'est eux qui t'ont fait confiance d'abord? Je leur ai fait confiance d'abord. Tu les as laissés te guider? Oui. Et je leur ai montré que j'avais besoin d'eux et que je ne pouvais pas sans eux et que on était tous ensemble dans le même bateau. Mais tu leur as donné du crédit en fait? Oui, je leur ai... Tu ne peux pas venir quelque part, tu ne connais pas et tu as des gens qui sont là et tu vas leur apprendre quoi? C'est à eux de te dire, c'est à eux de te montrer. Toi, tu es un accélérateur. Moi, j'avais compris que j'étais un accélérateur pour eux. Je savais qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce que je devais apporter pour leur permettre qu'ils étaient là, aller là. Mais eux, ils avaient déjà quelque chose, un bagage. Et pour que ça marche, il fallait qu'on se rencontre, qu'on se fasse confiance. Ils me laissent, moi, jouer ce rôle d'accélérateur et que eux aussi, je leur laisse l'occasion de pouvoir s'exprimer et pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Au début, ça n'a pas été facile, mais ouais, on a réussi. Oui, après qu'on a fait confiance là. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus là-bas, mais on se fait confiance. On se fait confiance. Cotonou-Deloitte. Cotonou-Deloitte. Cotonou-Deloitte.
Tu me fais réfléchir ce soir. Cotonou Deloitte. Quelle est cette compétence-là que tu penses t'a vraiment permis de réussir à la tête de Deloitte Bénéant? L'empathie, l'écoute. L'empathie, l'écoute. Ah. Je pense que, je pense que les collaborateurs ont apprécié ma politique de porte ouverte euh, que j'avais instaurée à Deloitte, où ils pouvaient venir parler, me parler. Je voulais me rendre hyper accessible aux collaborateurs. Les histoires de passer par le secrétaire, la secrétaire, l'assistant pour venir prendre un meeting, me voir. Non, je pense que j'ai adoré mon passage à Deloitte Bénin. J'ai créé aussi une très très belle connexion avec les équipes. Vraiment, c'était, je sais pas comment décrire, c'était une très très belle expérience et il y a beaucoup, je sens il y a beaucoup d'affection et d'affection, je dirais. D'affection. Je me sentais un peu comme le père parce que faut dire que la moyenne d'âge ils étaient très jeunes. Hein. La moyenne d'âge était à la vingtaine. Entre les auditeurs, les gardes du conseil, les gens du jeu d'équipe fiscale. Vingtaine, donc très jeune. Et j'ai vu qu'on était dans des métiers compliqués, j'en passais des heures, tout le monde qui travaille, tous ceux qui travaillent dans les métiers en cabinet connaissent que c'est des heures de malade et c'était des jeunes qui avaient quand même, qui aspiraient à avoir une vie privée quand même, pouvoir faire du sport, pouvoir passer dans leurs copains ou copines, pouvoir aller en bois, s'amuser. Et c'était surtout ceux qui étaient dans le métier d'audit, n'avaient pas de vie. Donc il fallait beaucoup d'empathie. Je pense qu'ils ont apprécié le fait qu'on reconnaisse déjà qu'ils sont dans des métiers compliqués, qu'on soit indulgent, tout ça. Je pense que... Et on faisait beaucoup la fête. Fête parce que j'ai compris en fait que les gens ont besoin aussi de se défouler. Plus on voit, c'est work hard, play harder. Et moi, c'est ma philosophie. Et déjà, le métier dans lequel on est, c'est un métier tellement compliqué que pour moi, il faut mettre de la bonne ambiance, rigoler. Parce que quand tu travailles dans ces conditions, tu vois même pas le temps passer, tu vois pas le côté compliqué du travail. Parce que tu es dedans, tu es happy. Et du coup, il fallait créer des conditions vraiment vraiment où je devais être cool avec les gars, ils pouvaient venir me voir. Voilà, vraiment, vraiment, voilà. Donc, voilà l'expérience de la Bénin. Et maintenant, à la tête de PwC dans 10 pays, c'est quoi la sauce secrète? PwC Côte d'Ivoire. Oh, je me pose encore une colle. C'est tellement... La patience. La patience. Oui, la patience. La patience. La patience parce que le chemin n'était pas facile pour y arriver à l'objectif. Mais l'objectif a toujours été clair dans mon esprit. Clair dans mon esprit. Je savais où est-ce que je voulais qu'on aille. Je savais quelles étaient mes ambitions et j'espérais vraiment réussir. Sauf que je pense que les choses ne se sont pas faites comme je l'espérais. Les choses ne sont pas faites comme je l'espérais. Et il a fallu que je m'arme oui, de patience et que je continue à faire ce que j'ai à faire, que je tienne bon pour qu'on puisse arriver finalement
à bon port. Pas. La patience. En fait, si je dois résumer toutes les compétences dont tu as parlé jusqu'à présent, c'est que des soft skills en fait. C'est que des soft skills. Et ça me rappelle un truc, Naboufal, tu connais certainement, parle tout le temps et elle en parle ça. Aujourd'hui, elle dédie 50% de sa chaîne à ça, c'est les soft skills. C'est que elle dit que les hard skills, c'est bien, ça t'amène à un certain niveau donné. Ouais. Mais à partir d'un certain niveau, un niveau plus haut, c'est pas les hard skills, c'est les soft skills. Et tu l'as dit aussi dans ta carrière, c'est que les hard skills, c'est ce qui t'a permis dans tes premières années d'expérience à PwC. Mais en fait, du moment où tu as commencé vraiment par aller sur des postes plus hauts, tu as quitté le côté technique pour aller sur le côté managérial. Et quand tu vas sur le côté managérial, c'est les soft skills à 100%. Tu vois? C'est ça en fait. Et j'ai l'impression que parfois c'est une transition dans l'entrepreneuriat qu'on a un peu du mal à faire, mais qui est très important. Je vois mon ami ici qui est entrepreneur aussi comme moi et on a les mêmes difficultés. C'est-à-dire, au début, on est des gars, on a le skills, c'est nous, on fait le business et on a créé le business parce qu'on est très bon à cause du skills. Mais tu crées le business parce que tu as le skills, mais tu te rends compte après que, en fait, ce qui fait progresser le business, c'est plutôt skills à toi. C'est les skills d'autres personnes. Et toi, en fait, là où tu dois intervenir pour créer la valeur ajoutée, c'est au niveau du soft skills, tu vois. Aujourd'hui, moi, PodLab, c'est ma 3e entreprise, studio de podcast et tout, mais je ne suis pas cadreur, je ne suis pas monteur. Les skills qui rendent le service, qui créent la valeur dans l'entreprise primaire, c'est pas moi qui ai ces skills-là, mais j'ai des skills que les autres gars de l'équipe n'ont pas, que mes collaborateurs n'ont pas, qui sont les soft skills, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour toute personne, que ce soit dans le monde professionnel, entrepreneurial ou peu importe, qui a vraiment envie d'aller loin dans sa carrière. Les soft skills sont vraiment la chose. 100%. Ouais, 100% en fait à développer. Qu'est-ce que tu as à dire sur? J'ai plus rien à dire. Tu as tout dit. Non, mais c'est dingue parce que c'est toi-même qui m'as fait remarquer en fait. Tu m'as posé des questions à chaque étape. Je t'ai dit ce que j'ai appris. Mais c'est toi en résumant que je réalise en fait. Oui, c'est que des soft skills. Oui, et c'est ça en fait. Et je pense que moi, l'avantage que j'ai, comme j'ai fait ressources humaines, j'ai dit people, tu vois. Si tu fais le bilan, tu vois un peu de ce que je t'ai dit, tout se recoupe. J'ai une formation en ressources humaines. Je n'évolue pas, je ne travaille pas en ressources humaines. Mais cette formation m'a permis, je t'ai dit au départ que j'ai toujours voulu, je veux comprendre l'humain dans toutes ses dimensions, comprendre l'humain. Et je travaille aujourd'hui avec des humains dans le monde des affaires, dans le business de management. Et plus tu montes à des postes de responsabilité, si tu montes à des postes de responsabilité, on part du principe que techniquement, tu es bon. Tu es bon. Donc, tu n'as plus rien. Techniquement, tu es bon. Maintenant, ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais manager ou un leader, c'est les soft skills. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe de gens va décider de te suivre et de mouiller le maillot du matin au soir pour que tu puisses atteindre tes objectifs? Qu'est-ce qui va faire ça? C'est soft skills. Comment tu vas les gérer, comment tu vas les traiter, c'est ça en fait. Et je me rappelle d'un post LinkedIn que j'avais écrit, je ne sais pas en quelle année, qui avait atteint plus de 100 000 personnes ou quelque chose. Et en fait, je disais que j'avais créé mon entreprise, ma première entreprise, Marketing Lab, parce que j'aimais la communication digitale. Mais je me suis retrouvé 3 ans après à ne plus faire de la communication digitale en fait, tu vois. Parce que il y avait d'autres choses à faire, d'autres personnes de l'équipe qui le faisaient. Et mon travail, c'était le management, la gestion des clients, d'autres compétences que avant en entreprise, en tant que responsable marketing, j'avais pas forcément, j'avais la compétence technique pure et dure, tu vois. Et un point sur lequel j'ai envie qu'on revienne, qui m'a touché pendant que tu parlais, et j'avais envie de faire une parenthèse dessus, mais je voulais te laisser finir, c'est l'importance, c'est l'humilité. Et le fait d'apprendre le métier, quand tu vas dans un nouveau secteur, sur un nouveau marché, le fait de l'apprendre, d'apprendre le métier, d'apprendre le secteur. Quand j'ai ouvert PodLab, je connaissais rien à studio d'enregistrement, post-production,
audiovisuel. I knew nothing about it. Mais je me suis dit, je ne suis pas obligé de maîtriser ça avant d'avoir un business dedans. Mais ce que je suis obligé de faire, c'est d'apprendre. D'avoir l'humilité d'apprendre. Et tu sais ce que j'ai fait? Dès les premières semaines, le premier mois hein, de Pôle de la Baie, ce que j'ai passé à faire, j'ai écrit à tous ceux qui ont et possèdent un studio d'enregistrement de Cotonou à Abidjan, en passant par Dakar, en allant à Paris, en allant à Dubaï, mais littéralement partout. Et j'ai fait un call avec eux tous. Il y a certains, j'ai pris un billet d'avion, je suis allé les voir, parce que par exemple les gars à Dubaï, je suis allé les voir. Et j'avais celui qui a ouvert comment on l'appelle, en Côte d'Ivoire, il essaie depuis 9 mois avant que moi je n'ouvre le mien. Je me suis dit, mais le gars, 9 mois dans le business que toi, mais il a tout à apprendre. Mais je te dis, je prends un exemple et tout, avec Roland, une conversation qu'on a eue, mais le gars avait dit il y a 9 mois, 10 mois, 1 an d'expérience, il m'a appris le modèle. C'est-à-dire, il m'a appris le business model, il m'a dit oui, tu as un studio d'enregistrement et tout, mais ton business model, il n'est pas sur la location du studio. Ton business model, il est ailleurs. Il est sur le partnership, il est sur l'accompagnement que tu vas faire à tes clients. Et tu vas te rendre compte que la location du studio à 50 000, 100 000, 150 000 francs l'heure, ça ne va pas faire 20%, 30% de ton chiffre d'affaires. Ce qui va faire 80% de ton chiffre d'affaires, c'est ta capacité à aller dénicher des clients avec qui tu vas avoir des partenariats sur 2, 3, 4, 6 mois qui vont être en mesure de te sortir des budgets, comment ta capacité à signer des deals, aller rentrer dans les budgets des entreprises et être en mesure de prendre une partie de leur budget communication, production, etc. Comment tu gères ça? C'est ça qui va être la face invisible de l'iceberg. La face visible de l'iceberg que tout le monde va voir, c'est oh, tu as un studio d'enregistrement, tu te fais de l'argent, savoir que quelqu'un vient tourner, mais ils n'ont pas compris le business en fait, tu vois. Et ces gens, ils m'ont appris ça. Les gars à Dubaï, ils m'ont appris l'importance d'avoir en fait un schedule qui est tight et de pouvoir faire respecter l'heure aux clients. Parce qu'eux, en fait, ils sont bookés généralement de 9h à 23h. Ils m'ont appris qu'en fait, il va arriver un moment quand ton truc va vraiment exploser, tu dois apprendre à gérer l'agenda, les rendez-vous, etc. Jeudi, je t'ai dit, on tournait du matin jusqu'au soir, pourtant on est un samedi. Et comment est-ce qu'on arrive en fait à gérer les différents emplois du temps, à nous assurer que chaque personne vient à la bonne heure, finit à la bonne heure, et tous ces trucs et tout, et c'est de la logistique. Et c'est eux qui m'ont appris ça. Les gars, tu vois, dans chaque pays, j'ai appris des trucs différents. Parce que je ne suis pas venu avec le bagage plein en me disant ah ouais, mais bon, voilà, ma première entreprise a été un succès, la deuxième année, tout ça. Bon, moi je comprends tout déjà, hein, vas-y, j'ai le flair. Tu te tues. Tu vois. Et on croit aussi à tant qu'on a le flair. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Le succès a tendance à nous faire croire que notre jugement est toujours le meilleur. Et notre flair, notre instinct, parce qu'on l'appelle parfois l'instinct, tu vois, le fait que quand tu analyses les gens, when you see people, you know that, ok, tu sais que ça c'est bon, ça c'est pas bon. On trust tellement ce jugement que parfois ça peut nous rendre plus humbles. En fait, ça peut faire qu'on perd notre humilité. On se dit, ah ouais, bon, instinctivement, je vais le trouver. Oh non, en se rapprochant des autres, en fait, tu apprends beaucoup plus et tu gagnes beaucoup plus que tu n'aurais jamais gagné. J'aimerais bien que tu te prononces sur ça et que tu me donnes ton retour d'expérience par rapport à l'importance d'aller apprendre, tu vois, quand tu démarres. Ouais, tu as tout dit, je pense. Pour moi, le mot qui revient, tu as dit l'humilité. Être dans des dispositions nécessaires pour absorber, comprendre. Moi, je pense que c'est une valeur, je dirais si j'appelle ça une valeur, ou comment tu veux appeler, mais là, je tiens ça à mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel, c'est mon idole. Pour moi, c'est ce monsieur qui a tout accompli, mais tellement humble et tellement down to earth, tellement, like, comment te le dire, j'ai jamais, quand je le regarde de haut, mais je me rappelle toujours, ma mère dit, chaque fois qu'on lui dit, Pépé, t'es un homme extraordinaire, il dit non, je suis un homme ordinaire. C'était toujours ceux qui répondaient que non, il est ordinaire. Mais pour nous, il est extraordinaire. Et j'ai jamais compris, jamais je comprenais pas pourquoi il était si humble et tout ça. Pour te dire, bon, pour revenir à ce que tu disais, toute ma vie, j'ai toujours sollicité, demandé conseil.
même si je sais, même quand je sais la décision que je dois prendre, rien ne m'empêche de demander conseil. Parce que je me dis, je me dis toujours que je peux me tromper. Dans toute chose, je peux me tromper. Malgré tout le succès que tu as eu. Succès ou pas succès, je pense qu'en vrai, oui. Mais je peux me tromper. Et je demande toujours conseil. Avant de prendre une décision, très souvent, je demande à 3-4 personnes. Et si il y a une tendance, si la tendance est non, je me dis, ah, Il y a quelque chose. il y a quelque chose. 3 ou 4 personnes ne peuvent... Je demande à 4, 3 personnes me disent non. Mais c'est something. Il y a quelque chose. Or, pour moi, c'est peut-être oui. Mais la tendance dit non. Non. Donc là, je fais un step back, je dis, ils ont dit non, pourquoi? Donc je commence à... Pour moi, c'est oui, je prends la décision. Je peux me tromper. Et ça me coûte quoi de demander de sonder? Sonder juste pour avoir un son de cloche. Voilà comment je pense. Est-ce que toi, dans la situation avec ça, tu penserais à la même chose? Est-ce que tu vois les choses de la même façon que moi? Voilà Et pour moi, c'est enrichissant. Moi, j'ai pas de problème à... Moi, j'absorbe. Je suis comme une éponge. Et moi, ça m'enrichit. Moi, je peux pas... Si je me ferme, je trouve que c'est même un danger pour moi-même, en fait. Un gros danger pour moi. Donc, moi, pratiquement dans tout, très souvent, je sonde. Je demande conseil. Même si... Et je demande conseil, des fois à plus petit. Des fois à plus petit. Parce que je me dis, les plus petits, des fois même, plus petits que toi. Je sais pas comment t'expliquer. Cette fraîcheur-là. Oui, et il y a un aspect fleur bleue et décomplexe. La personne peut être tellement décomplexée qu'elle va te dire un truc qui, en réalité, toi, tu es tellement là, et tu te dis, ça ne peut pas être ça, ça peut que être ça, là. Et la plus petite personne qui va te dire, mais en fait, tu es en train de dire, mais c'est ça, en fait. Et après, tu vas te dire, oh, oui, en fait, c'est ça. Mais il n'y a qu'une personne à ce stade-là qui peut te dire ça, en fait. Donc, si tu restes en haut perché, si c'est pas ton trône, et tu n'écoutes que... Et je pense aussi qu'en tant que leader, ce que j'ai aussi appris, revenant à ce que tu dis, la crainte que j'ai eue, c'est que quand tu es leader, tu es perché, et tu as 10 000 personnes qui viennent te parler, qui te disent des choses. Tu as des infos qui arrivent de partout, de partout. Et si tu prends une décision sur la base de la première information qui t'a été remontée, tu vas te rendre droit dans le mur. En tant que leader, je pense qu'il faut écouter tout le monde, toutes les informations du bas, du haut, partout. Et tu prends le recul pour te faire une idée toi-même de ce que tu as entendu de tous les côtés. Je trouve que quand un leader, on est isolé, on est perché, et tout le monde veut te faire plaisir. Le bas va vouloir te dire des choses que tu vas entendre. Le haut va vouloir te dire des choses que tu es beau, tu es ci, tu es plus grand. Oui, patron, oui, chef, DG, Et ça c'est fini. Tu perds pied. Et quand on voit que c'est bon, voilà, on va te donner une information. Toi, tu prends une décision sur la base de l'information, alors que c'est même faux. Tu égorges la personne, tu décapites la personne. Après, tu te rends compte en fait que c'était faux. Tu vois? Et ça, je l'ai appris quand tu m'as parlé de loi de Bénin. Quand tu montes à ce niveau, tu commences à avoir des informations venant de partout. Mais il faut avoir le discernement, prendre le recul, sonder, parler, tourner, descendre. Descendre des fois, je pense aussi que comme il y a des strates, des grades, ceux qui sont en bas se disent ils n'ont pas droit accès à toi. S'ils veulent te parler, ils doivent parler à ceux qui sont au milieu. Donc ceux qui sont au milieu trient ceux qui te remontent. Et ils te disent ce que tu entends. Ils ne remontent pas les vrais problèmes de ceux qui sont en bas. Donc toi, tu dois normalement descendre pour avoir la vraie information. Et si tu restes juste cantonné au middle là qui te remonte, tu vas prendre des fausses décisions aussi. Donc tout ça pour dire, revenir encore à l'humilité. Et tout ce que tu as dit, je pense être vraiment ouvert. Et par contre, toujours sur le même sujet, je pense que moi aussi, je fais des efforts dans ce sens. Pour qu'on puisse te parler, il faut que tu sois
faut que tu puisses, pour que les gens puissent vraiment te parler. Parce que tu peux être humble, certes, tu dis aux gens, venez me parler. Et ça, je l'ai remarqué à Deloitte, j'avais parlé de politique ou porte ouverte, mais les gens ne venaient pas. Ouais. Peut-être culturel, se dire non, pas possible, on ne peut pas rentrer dans le bureau du patron comme ça et tout ça. Mais quand tu dis que tu es humble ou que tu es accessible, il faut vraiment être accessible, que les gens puissent vraiment te parler et avoir confiance de te parler. Parce que je pense aussi, il y a ça à se dire, oui, je veux qu'on me parle, je veux écouter, mais déjà, par ta posture, tu ne donnes pas envie aux gens de venir te voir et te parler, te dire des choses. Mais aussi, est-ce que quand on te parle, qu'est-ce que tu fais? Des informations. Est-ce que quand on te parle, on te remonte quelque chose, tu zigouilles en même temps à la personne, le messager ou le truc, et du coup, les autres, ah non, lui, on ne va plus lui parler, on ne lui dira pas. Et ça t'isole de plus en plus en tant que leader. On a peur de toi, on ne vient plus te parler, on garde des informations, et quand c'est pourri, c'est gâté, c'est là où tu te découvres, mais c'est trop tard. Alors que si tu crées une ambiance, un environnement propice à ce que les gens, que les gens puissent parler, venir te dire ce qu'ils pensent. Bon, je ne dis pas que moi, je pratique ça, c'est pas, mais je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre parce qu'on est toujours en train de s'améliorer. J'ai appris, j'ai fait des erreurs parce que j'ai pris des décisions sur un coup de colère parce que j'ai entendu une information. Mais aujourd'hui, quand je prends le recul, je pense que je me dis j'aurais pu faire différemment, vérifier, écouter, etc. Donc voilà, je ne sais pas si je vais dans ton sens, mais pour moi, c'est très important. Et pour moi, l'humilité, à la fin de la journée, je ne sais même pas quoi dire de plus sur ça. C'est juste un mindset, it's how to be. Je ne vois pas... bon, il y a l'humilité, je sais aussi, on dit fausse humilité, les gens font semblant fausse humilité. Ah mais je sais pas qui me disait aujourd'hui, je sais pas si c'est toi, je sais pas qui me disait aujourd'hui que en fait on sait vraiment comment le dire, on se connaît ta vraie nature quand tu as le pouvoir. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Oui. Parce que quand tu n'as pas le pouvoir, c'est facile de fake it. Tu vois, de fake it que je suis une bonne personne, nanani, nanana. Mais quand tu as le pouvoir, quand tu te hisses au sommet, là, ta vraie nature, parce que tu n'as plus rien, excuse-moi du mot, mais tu n'en as plus rien à foutre. Je te dis au sommet, en fait, tu vois, donc tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour plaire à quelqu'un. Et là, ta vraie nature, ça sort. Et quand dans cette vraie nature-là, on voit l'humilité, mais c'est incroyable. Je donne un exemple, imagine, je sais pas, tu rencontres notre président et il te donne cette impression d'humilité-là. Mais frère, c'est le président. Et il n'en a rien à foutre de ce que tu penses. Bien sûr. Mais il est humble. Il a tous les droits de ne pas être humble, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas ministres, qui ne sont même pas présidents, ils ne sont même pas DG. Mais qui... moi, je te donne un exemple. Je te donne un exemple, c'est pas pour te jeter le plan, mais tu vas aimer l'exemple que je vais te donner. Ok, d'accord. Tu sais, quand les gens réussissent souvent, tout le monde n'a pas ce truc du give back. Et beaucoup de personnes se laissent complexer par le succès. C'est-à-dire, oh, j'ai réussi, j'ai été à la tête de Deloitte, de PwC, j'ai été à la tête d'Apple, j'ai été à la tête de whatever, Kuka, tout ce que tu veux. Donc, bon, quand des plus jeunes, des personnes qui sont dans leur ressort, dans leur association vers le succès, etc., m'approchent, ça me demande, qu'est-ce que tu veux? Ah non, I don't have time. Non, des trucs. Non, tu vois, ce truc de, non, don't talk to me, ce truc de rejet là, excuse-moi, mais 90% des gens qui réussissent, non. 90% des gens qui réussissent, quand tu vas leur parler, ils sont pas à ton temps. Ils sont pas à ton temps. Ils veulent pas t'écouter parce que bon, t'es pas dans une position de force. Ils te voient, qu'est-ce que je peux apprendre de toi ou tirer de toi, rien. Donc ils ne me paient pas mon temps. Mais toi, ce qui est incroyable, c'est que quand je vois comment tu traites chaque personne qui t'approche, que tu découvres, que tu connais, c'est incroyable. En fait, genre, et moi je me rappelle quand je te parlais la première fois en 2017, et moi j'étais au tout début de ma carrière, mais j'étais personne, tu vois. Mais la façon dont tu m'as traité en 2017,
Et je suis sûr que tu t'en rappelles même pas. Tu peux pas t'en rappeler, tu vois. De la même façon, il y a des gens qui vont me dire qu'ils m'ont rencontré à tel année. C'est comme ça, tu vois. C'est de la même façon que tu me traites en 2025. Mais pas un iota de différence. Pourtant, en 2025, je suis toute une autre personne. Mais en fait, tu me traites pas différemment. Tu vois, de la même façon que tu me traites en 2007. Et moi, je le sens parce que ça reste dans ma tête, ça me marque. Et ça, pour moi, c'est la plus grande preuve de constance par rapport à cette humilité dont tu parles, parce que tu en es toi-même la preuve. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont less self-food on you, you know, avec qui tu vas parler, mais qui sont, je n'ai pas le temps, je sais pas. Et c'est très marrant parce qu'en fait, tu vois, le truc d'humilité, en fait, on le voit là. Et toutes les valeurs dont tu as parlé, l'écoute, la patience, toutes ces choses-là, c'est quand tu es arrivé, c'est quand tu as accompli quelque chose que tu n'as plus vraiment d'intérêt forcément à être une personne joviale, une personne bien, une personne si, et que tu continues d'en faire preuve, que c'est la preuve ultime que tu es vraiment au fond de toi cette personne, tu vois. Et moi je pense que ça ne ment pas. Je pense que ça ne ment pas dans le sens où avec les années, ce qui reste c'est ça. Ce qui reste, l'impact que tu as sur les gens, tu vois. Parce que quand les gens te quittent, l'impact que tu as sur eux, ils te font ton branding à ta place. Ils te font ton marketing à ta place. Yeah. Ils te font toute la publicité dont tu as besoin, ils te le font à ta place. Yeah. Et ça fait que, en fait, tu as une réputation qui te précède. Tu vois, quand les gens viennent, les gens te rencontrent, ils sont bons. Ah oui, mais des trucs. Il y a tout ça là qu'ils ont déjà entendu. Pas seulement par personne interposée, mais de tous les moyens possibles, qui comprennent et qui fait que ils sont, franchement, c'est à la tête de cette personne que je dois rester. Franchement, c'est avec cette, tu vois un peu. Et ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, quoi. Comment tu penses qu'on peut le développer? Comment est-ce que tu penses qu'on peut arriver au sommet et quand même toujours garder la tête froide, en fait? Écoute, je pense que c'est une belle question ce que tu me poses. C'est pour moi une question de personnalité, honnêtement. Moi, je crois en quelque chose. Pourquoi moi je fais ça? Parce que moi, je pense que je l'ai dit au dîner de entourage, c'est l'homme qui fait l'homme. On ne devient pas ce qu'on est tout seul. Non, non. I'm sorry, je sais pas. Toujours quelqu'un qui te tend la main, qui te donne une opportunité, que tu saisis et que tu en fais quelque chose pour devenir ce que tu es. Pour moi, pourquoi je suis comme ça, c'est parce que je me dis chaque personne que je rencontre, mon sourire, le conseil, le temps que je lui ai donné peut changer sa vie. J'ai fait mon travail. Je te rencontre à un temps T, j'ai fait une pause de 2 minutes. J'ai dit ce que je pense par rapport à tout ce que tu m'as posé. Peut-être changer ta vie. I don't know. Peut-être que moi, c'était mon rôle à jouer ce jour-là dans ta vie. Et moi, ma vie continue, ta vie continue. Donc, moi, chaque personne qui m'approche, je me dis, je me dois de faire le rôle, ce que je dois faire. Le reste, c'est pas mon problème. Mais je peux pas... tu viens vers moi, non, j'ai pas le temps. Non, moi, je sais pas faire ça. Ça, c'est pas... Je vais t'écouter. Si tu veux entendre la vérité, je te dirai la vérité. Si je peux t'aider, je t'aiderai. Ça me coûte rien. Tu me dis, j'ai besoin... Écoute, je cherche à rencontrer telle personne, j'arrive pas. Si j'ai l'occasion, je peux le faire, je vais le faire. Si je peux le faire, je le ferai sans je vais le faire. Parce que je me dis, peut-être que c'était mon rôle à jouer. Ce moment-là, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est une question de personnalité. Chacun, moi, c'est les valeurs que j'ai en tant que personne. Je me dis, chaque personne, il y a pour moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Chaque personne que tu rencontres, le matin en te levant jusqu'à la fin de la soirée, que tu te couches, est censé t'apporter quelque chose. Moi, m'apporter quelque chose dans ma vie. Une leçon de vie, un truc. Et moi aussi, lui apporter quelque chose. C'est un échange quand c'est fait. Là, chacun continue sa vie. Point final. Donc, partant de ce fait, toute personne qui viendra me dire, Fabrice, je vais te donner le respect et te donner la considération que tu mérites en tant que personne.
tu me respectes, de toute façon, je vais te respecter. Et ça ne coûte pas, ça ne coûte rien, en fait. T'écouter, te respecter parce que je ne sais pas ce que ça va changer dans ta vie. Donc, pour répondre à ta question, je ne peux pas répondre pour donner un genre d'ingrédients de comment faire pour que... Non, je pense qu'à la fin de la journée, chacun a C'est de la ses... personnalité, en fait. Oui, il y a des gens qui croient au give back. Moi, je pense que je ne suis pas arrivé là où je suis tout seul. J'ai eu des opportunités. Il y a des gens dans ma vie que j'ai rencontrés qui m'ont donné une opportunité que j'ai saisie. Et ces personnes, je leur serai reconnaissant toute ma vie. Donc, on ne peut pas m'avoir donné, moi, l'opportunité. Et moi, arrivé à mon niveau, je bloque l'opportunité de quelqu'un d'autre. It doesn't make sense to me. It doesn't make sense. Ça, je ne vais pas dire des mots ici, mais ce n'est pas possible. Moi, on m'a donné l'opportunité. Je suis arrivé à un niveau. Maintenant, moi, à mon tour, je bloque quelqu'un d'autre. Pourquoi? It doesn't make sense to me. Donc, pensant comme ça, moi, je me considère comme une courroie. On est tous, comme je dis, chacun est... c'est l'homme qui fait l'homme. Tu rencontres quelqu'un le matin, ma vie peut changer demain matin, je peux devenir milliardaire demain matin parce que je ne sais pas, je vais rencontrer quelqu'un qui va me donner. Je ne sais pas changer ma vie. I don't know. Je ne sais pas. Tu vois, donc, voilà. Donc, à la fin de la journée, je fais ma part. Je dors tranquille la nuit. Quand je vais me coucher, je dors. Moi, je dors. Je dors super bien. Honnêtement, parce que je me dis, l'énergie, ce qui doit passer par moi, est passé par moi. L'impact que ça a sur toi, positif ou négatif, je ne sais. C'est pas mon problème. Mais ce qui est sûr, je sais, je n'ai pas bloqué, j'ai libéré. Maintenant, à toi aussi, je pense que c'est une chaîne, la vie, c'est une chaîne. On s'impacte. Et moi, quand je te vois, moi, je pense que moi, je t'ai donné du temps. Et toi, tu bloques l'autre, tu ne le fais pas la même chose. Tu viens me dire, je ne vais pas te donner, je ne vais même pas t'écouter. Parce que toi, j'ai pris le temps de te donner ce que j'avais, mais toi, à ton tour, tu le bloques. Tu ne donnes pas à l'autre. Pourquoi? Why? I don't know. Mais voilà, donc, pour moi, c'est crucial, c'est important. Give back, humilité. Encore une fois, ça revient au même mot, humilité. Give back, se dire... Je pense qu'il y a des gens aussi, pour être très franc, qui ont souffert pour arriver là où ils sont. Et n'ont pas eu de soutien durant leur... Ils ne sont pas frustrés, mais se disent, je me suis arrivé là seul. Aujourd'hui, que personne ne vienne me faire chier et me demander des trucs et me demander des conseils ou de les aider. Parce que moi, personne ne m'a aidé. Enfin, si tout le monde pensait comme ça à la fin de la journée, quel sera le monde? Je pense que c'est ce qui est là. Mais oui, La cause. il y a souvent ça. Ils sont un peu frustrés, je peux comprendre. Genre, ils ont trimé, ils ont galéré, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur vie. Ils ont réussi. Aujourd'hui, voilà, tu viens leur demander de leur temps, de l'argent, de l'aide, des conseils. Non. Mon frère, j'avais personne sur mon chemin. Toi aussi, débrouille-toi aussi. Tu vas aussi percer, tu vas réussir aussi, tu vas devenir quelqu'un demain. Tu vois? Donc, chacun a son vécu à la fin de la journée. Tu vois, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas juger. Chacun a son vécu. J'ai mon vécu, les autres ont vécu. Moi, je crois fermement que je ne me suis pas fait seul. On m'a aidé. Je me dois d'aider. Donc, que je peux aider. Si je peux, je le fais. Si je ne peux pas, je te dis, je ne peux pas. Voilà. Donc, voilà. En backstage, on parlait rapidement de la suite de ta carrière. J'ai envie de te reposer la question. Amine, après tout ça, aujourd'hui, tu m'as dit dans la quarantaine, what's the next step? Si je te réponds, c'est que je t'ai menti. Ouais, sincèrement. Je pense que je suis arrivé à une étape de ma carrière, de ma vie, où je me pose des questions. Je pense que, comme je disais aussi en backstage, pendant longtemps, j'ai su où est-ce que ce que je voulais faire. Je me suis mis des milestones. Je savais où est-ce que je voulais être à tel âge. Et le temps est passé tellement vite. Je suis début de quarantaine. Où je fais le tour, je me dis, bon, je pense que c'est comme si j'avais une checklist et j'ai coché toutes les cases. Et je regarde la checklist, mais je n'ai pas préparé une deuxième checklist. Celle que j'avais est full.
je dois travailler sur une nouvelle et 7 des nouveaux milestones que je veux me donner pour le reste de ma vie. Je pense que je divise ma vie en étapes. Si Dieu me donne vie, on n'est pas maître de notre vie, en plusieurs étapes. J'ai fait passer une étape, la checklist, elle est pleine. Aujourd'hui, je suis content, je me dis, voilà, j'ai réalisé. Je suis très fier de moi, ce que j'ai réalisé. What next? I don't know. Pour une fois, je pense que aussi c'est... On parle beaucoup, on a beaucoup, le mot humilité est revenu. Je pense aussi être assez humble et de reconnaître qu'on ne sait pas, j'ai pas la réponse en fait, pour te dire la vérité. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Est-ce que je veux donner une autre orientation à ma carrière? Est-ce que je veux continuer en cabinet? Si je continue en cabinet, est-ce que je vais faire les mêmes choses en cabinet? Est-ce que je sers mon pays? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Pour une fois. Je suis content de pouvoir le dire parce que pour une fois, je peux me reposer. Oui. Et reposer mon esprit, ma tête, il y a toujours un certain temps. Moi, j'ai pensé à ça quand tu m'as dit ça. C'est de te dire, est-ce que c'est peut-être pas l'occasion pour toi de vraiment te reposer, prendre 1-2 ans sabbatique? 2 ans? Non. Tu vas payer mes factures? Non, il y a des gens qui prennent plus. Il y a des gens qui prennent plus, il y a des gens qui prennent jusqu'à 3 ans. Mais au moins 1 an, tu vois. Au moins 1 an, minimum 6 mois. Parce que après toutes ces années-là, plus de 10 ans de carrière, non, c'est pas en 3 mois que tu vas reposer ton esprit. Minimum 6 mois où tu es vraiment déconnecté. Tu pars en Inde, tu pars quelque part dans le désert ou dans des trucs, et tu vas te ressourcer, tu vas te connecter à la vie, tu profites vraiment de la vie. Et c'est peut-être des périodes qui te transforment. Steve Jobs, il a eu ça, il est revenu à Apple, il a tout tué, tu vois. Et je pense que ça peut vraiment, vraiment te faire énormément de bien. Je suis d'accord avec toi, parce que je me sens fatigué. Pour être très franc, hyper fatigué. Hyper fatigué. Et c'est pour ça que je ne veux même pas réfléchir à... J'ai besoin de reposer mon cerveau, mon corps, et pas réfléchir nécessairement à ce que Si, en temps, j'ai quelque chose qui me tombe sous la main, qui est intéressant, maybe je peux conseiller. Je ne suis pas fermé, je suis ouvert. Mais te dire aujourd'hui, voilà ce que je veux, voilà... Non, je ne peux pas. Parce que la planification... Ça demande de l'énergie cérébrale comme c'est pas possible. Je te jure. Quand la première checklist, là, pour arriver à ça, ce que ça m'a pris. Et le temps passe tellement vite parce que tu fermes les yeux et tu ouvres... Après, tu dis... Le temps passe... Et c'est là où aujourd'hui, je suis à cette étape-là. Je me dis, non, je suis fatigué. Et j'ai besoin de repos. Peut-être... ouais. J'aime l'association de Future de basket. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Bon, j'espère que tu vas trouver la réponse. Et que franchement, tu vas prendre du temps pour toi, profiter de la vie, te déconnecter, te ressourcer et revenir vraiment dans une nouvelle... je vais dire une nouvelle direction peut-être de ta carrière. Et je pense que ça sera toujours du lourd, en fait. Ce sera toujours quelque chose d'incredible, tu vois. Et voilà, moi je te souhaite beaucoup de chance pour ça. Merci. Et je vais finir, on vient à la fin de notre entretien et j'ai envie de finir par quelque chose. S'il y a une personne, moi aujourd'hui, tout le monde me dit, Benny, je suis déjà un peu dedans, mais tout le monde me dit, va dans un maximum de plus dans le corporate, va dans l'institutionnel, va dans le B2G, va de ce côté-là, tu vois. Pour moi et pour toutes les personnes qui ont envie d'aller vers le B2B, le B2G, l'institutionnel, travailler avec les gouvernements, travailler avec les grands cabinets, les grandes entreprises, etc. Et qui aiment, moi je vais être un peu selfish parce que j'étais avec moi aujourd'hui, qui aiment peut-être dans mon domaine, la communication, le marketing, la vente, qui est dans ce domaine-là.
et qui aujourd'hui a des boîtes qui ont envie de travailler avec ces grandes institutions-là, qu'est-ce que tu peux dire? Je donne un exemple pratique. Moi, mon studio, aujourd'hui, j'ai envie de collaborer avec des grandes entreprises sur la communication, Deloitte, pourquoi pas sur la communication, PwC sur la communication, gérer des campagnes digitales, gérer la production de contenu, whatever, I don't know. Si j'ai envie de faire ça, comment je m'y prends? Déjà, on commence par comprendre parce que toutes ces boîtes-là, bien évidemment, la communication, c'est un élément important pour eux. On souvent déjà des équipes ou des Déjà, c'est départements. sûr. Donc, c'est de comprendre déjà les besoins de ces boîtes-là, comprendre l'existant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils offrent déjà, qu'est-ce que leur service de communication interne déjà fait. Ouais. Et toi, je pense que quand tu viens avec quelque chose, un service qui apporte une valeur ajoutée, comme tu as vu, on a discuté, c'était toujours parler d'éléments différenciants. Comment tu te démarques de la masse? Toutes ces boîtes en font déjà à com, digital, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu peux leur apporter de différent ou de plus, ou de valeur ajoutée? Si tu viens avec, je ne connais personne qui tu vas approcher pour qui tu as quelque chose qui peut changer sa Ta vie. vie, tu Ou vas pas qui, accepter. qui? Basically. Dis-moi qui va. Non, sérieux, pardon, Basically. personne. Mm. Donc, je me dis, mais pour ça, il faut que tu comprennes déjà qu'est-ce que la personne a Ah. et quels sont ses besoins. Comme ça, tu dis, OK, tu as déjà A, B, C. Mais il te demande, voilà. Donc, moi, je viens avec D, E, F, G. Tu vois? Donc, il faudrait comprendre ce qu'ils ont. Tu vas comprendre leurs enjeux, comment ils se projettent, quelles sont les cibles, quelles sont... Parce que, voilà, encore une fois, la communication, a toujours une cible. Est-ce que c'est la cible externe? Et ces métiers doivent être révolutionnés. C'est-à-dire, pendant longtemps, on a toujours fait des choses de façon dans le conventionnel, les mêmes choses, standards. Est-ce que toi, tu as une approche un peu plus bold, plus disruptive, qui change un peu les codes, qui shake le game? Ah non, ça c'est ton métier. Moi, je ne suis pas dans ce domaine-là. Mais tu dois comprendre ça. Et quand tu viendras avec une offre packagée pour dire, écoutez, voilà ce que moi, vous avez votre truc. Je ne vous dis pas de le laisser, je ne vous dis pas de me donner toute votre com. Mais sur la chaîne de valeur de la com, il y a peut-être ce petit maillon-là que vous n'adressez pas bien, que moi, je peux venir adresser en tant qu'externe avec ma boîte. Et voilà ce que ça va vous faire en termes d'impact. Qui dira non? Je m'y connais pas, c'est pas mon domaine, mais moi, c'est la logique, en fait. Et je pense pas, aujourd'hui, toutes ces boîtes-là ont des besoins. Et sur la com, tu as de plus en plus d'enjeux, de plus en plus avec les évolutions. Beaucoup d'enjeux. Donc, ça, c'est ton domaine. Donc, tu dois savoir où est-ce qu'il y a des niches, il y a des besoins spécifiques. Mais comme j'ai dit, ces grosses boîtes ont déjà leur service. Garde, parce que la com, c'est quand même stratégique. Si tu commences à ouvrir ça à n'importe qui, la personne, ça voudrait dire que les infos internes sont... Du coup, les grosses boîtes ont déjà des équipes très bien structurées. Donc, c'est difficile de pénétrer ces trucs. C'est clair, ça, c'est pas... Je ne vais pas te mentir, c'est difficile. Mais encore une fois, il faut trouver le bon angle d'attaque. Tu rentres, voilà, tu trouves le bon angle. Et qu'est-ce que tu apportes? Si tu apportes quelque chose qui fait sens, qui apporte une valeur ajoutée, qui leur sert, people will buy it. So voilà un peu ce que je te dirais comme conseil. Je ne sais pas si ça te parle, mais comme ça, moi, je vois les choses. Je pense qu'il y a toujours des opportunités. Je ne pense pas que ça soit fermé, mais il faut trouver le bon angle. Filon pas lequel rentrer, en fait. C'est ça. Et ça, je ne peux pas te... Toi seul sais comment... Et étudier la chaîne de valeur. Étudier la chaîne de valeur, voir, anticiper sur les tendances dans le domaine ou même dans ces boîtes. Quels sont à court, moyen terme les enjeux que ces boîtes auront sur ce sujet-là? Et toi, tu peux dire, OK, vous êtes ici aujourd'hui. Moi, je ne vous demande pas de travailler. Moi, je ne veux pas travailler avec vous sur ça. Moi, je veux travailler avec vous sur ça, là, demain, là. Parce que demain, il y a quelque chose qui arrive qui va vous bouleverser ou qui... Et moi, c'est sur ça que je vais vous aider à vous préparer. Et ça aussi, tu peux aider les équipes internes de ces boîtes-là à se préparer, à être prêts à affronter ce qui arrive devant dans 2, 3 ans, je ne sais pas. Donc,
toi, au lieu de passer ton temps à rester dans le présent avec ces boîtes parce qu'elles sont déjà dans le présent, dévance-les, va dans le futur. Voyage dans le futur déjà, va voir ce qui se passe dans le futur et reviens leur dire, bon, je suis allé dans le futur, voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui arrive, voilà comment je peux vous aider à vous préparer à arriver là. De toute façon, que vous le veuillez ou non, vous allez arriver là. Donc moi, ce que moi je vous apporte, c'est de vous accompagner, vous aider, parce que moi je sais comment ça marche dans le futur. Donc, Retrouver le futur. voilà, préparez-vous à embrasser le futur. Parce que de toute façon, le futur d'aujourd'hui sera le présent dans quelques temps. Donc, que tu le veuilles ou non, elles vont être face à ça. Donc, pour moi, des fois, je me dis, c'est plus stratégique d'arrêter de se battre sur l'existant ou venir enrichir, pas significativement l'existant de peu. Bon, là, si l'existant est là et tu l'enrichis de peu, quelle est la valeur ajoutée que tu apportes? Mais quand tu viens enrichir, tu prépares au futur, là, on parle d'un autre, c'est un autre game, c'est un autre langage. Et je pense que c'est comme ça. Moi, pour moi, tu devrais réfléchir plutôt que de rester dans le présent. Smart. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci à toi. Merci pour les conseils. Merci pour cet échange. Je pense que voilà, tous ceux qui nous ont écoutés ont dû apprendre énormément, ont pris des notes. Ceux qui veulent devenir des gens, il y a noté les soft skills qu'ils doivent développer. Il pas facile ici, tu vois. On gratte tous un peu. Franchement, merci pour le temps, merci pour tout. Je ne sais pas si tu as un mot de fin. Non, moi, je voulais te dire merci aussi, vraiment, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir parler de moi. Je ne le fais pas souvent, donc c'est une belle expérience et je te remercie. Et bravo pour tout ce que tu fais, pour ton professionnalisme à toi et tes équipes. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que ce n'est pas facile d'être entrepreneur. Et encore une fois, si jamais je peux aider d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas grand-chose. Moi, je ne maîtrise pas tout. Mais si mes petits conseils peuvent vous aider à gagner un peu de terrain, à gagner un peu de certains marchés, gagner sur votre feuille de route, ben, ça sera avec plaisir. Encore une fois, merci pour tout, vraiment. Merci, ça fait plaisir. Merci. Les amis, merci beaucoup. Je crois que vous allez dire merci dans les commentaires à Fabrice. Et je vais mettre son LinkedIn, ses réseaux sociaux pour que vous checkiez. Et franchement, je vais vous tenir informé peut-être la prochaine fois qu'il va nous faire l'honneur de venir à Cotonou, on va le revoir. Et on va lui demander si son vacances en Indonésie ou en Inde s'est bien passé. Et s'il est revenu avec les réponses. Un peu comme Steve Jobs en Inde, avec l'illumination de Gandhi. Et on verra ce que ça donne. Quand même, bonne chance pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup. On reste en contact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.